Début d'été 1797. Une maison, l'hôtel Morière, est en vente sur les hauteurs de Poitiers. C'est l'occasion parfaite pour y installer les Solitaires, le groupe de femmes issues de l'association du Sacré-Cœur. Ce réseau clandestin de femmes laïques, rattaché à un conseil de prêtres hors la loi, fédère prières, actions de bienfaisance et opérations de prédication. Parmi elles, les solitaires dont le désir est plus exigeant poussent progressivement vers une forme de vie religieuse, alors qu'elles n'en ont pas véritablement l'expérience, les ordres et congrégations étant dissoutes. Mais cela les met en tension avec le reste de l'association. La maison en question se situe un peu au sud-ouest du centre-ville. C'est dans cette rue, appelée à l'époque rue des Hautes-Treilles, que se trouve ce qui sera connu comme la Grand-Maison. Le choix du lieu n'est pas fortuit. C'est là que demeure à Poitiers la famille Aymer. Les deux bâtiments sont juste en face l'un de l'autre. Dès la mort de la mère d'Henriette en 1801, cette maison des Aymer sera la première maison des frères, puis leur collège. Prospère, l'actuel collège Victor Hugo s'étend le long d'une des avenues principales de la ville. À l'époque, le bâtiment longeant la rue n'existe pas. C'est un jardin avec clôture. La façade que connurent les fondateurs est celle-ci, actuellement située dans la cour. L'achat de la maison put être fait par la vente de l'héritage de la bonne mère à Irène de Viard, dont la famille possède le château de la Motte du Sceau. Le jour de la fête du Sacré-Cœur, le 23 juin 1797, l'affaire se conclut. Le 25 août, les solitaires prennent l'habit blanc, une tunique de laine cachée sous les vêtements civils. Et dans les premiers jours de septembre 1797, on fait venir à la Grand-Maison son hôte principal. En procession clandestine, on part de la maison de l'association située en face de la cathédrale. Pierre Coudrin et les solitaires gravissent cet escalier. Et ils installent le Saint-Sacrement dans cette pièce. Il semble qu'initialement, il ait été posé au-dessus d'une rose sculptée ornant la cheminée. Mais on l'installe définitivement dans une boiserie dissimulée, s'ouvrant par un mécanisme. Alors commence l'adoration perpétuelle, qui durera plus d'un siècle et demi. La partie originelle de la Grand-Maison est une maison bourgeoise, classique française. Elle est axée sur l'escalier. On reçoit au rez-de-chaussée, on vit au premier. Le dernier étage est habituellement réservé aux domestiques. C'est là que la bonne mère y prendra sa chambre. Il n'y a pas de lit, puisqu'Henriette, après avoir entendu parler de la vie des trappistes, se mit à dormir sur une planche, puis assise dans un fauteuil quelques rares heures par nuit. Au premier temps, les sœurs dormaient toutes sur une planche, qu'elles devaient cacher la journée pour ne pas paraître suspectes à la police. Rapidement après l'installation, la Grand-Maison retrouve un état d'alerte. Un coup d'État, en septembre 1797, contre le parti royaliste, relance une vague de persécution. La bonne mère fait le guet depuis le grenier durant la nuit, après avoir passé plusieurs heures d'adoration. La maison ne manque pas de ressources pour dissimuler des fugitifs. Devant l'oratoire où se trouve le Saint-Sacrement, près de la chambre du père Coudrin, on trouve une telle cachette. Cette trappe se ferme de l'intérieur. On y a retrouvé plusieurs objets du bon père, en faisant des travaux pour le chauffage au XXe siècle. On dit par ailleurs que des souterrains relient la Grand-Maison au pied de la colline en contrebas, où se situe actuellement la gare.
Ce qui est certain, c'est que les habitants de cette demeure ne négligeaient aucune ressource pour mener à bien leur mission. Quand elle n'est pas perquisitionnée, la grand-maison est un lieu d'accueil et de passage, un refuge spirituel et de bienfaisance qui rayonne autour d'elle. Ce parloir assez bien conservé de l'époque sert encore de nos jours de lieu de réunion communautaire pour les sœurs. La bonne mère dispose d'un bureau non loin de l'oratoire. Plusieurs traits de sa vie y sont signifiés, sa vie de prière intense avec la Sainte Vierge au pied de la croix pour entrer dans la douleur intérieure du cœur du Christ, et sa correspondance. Le nombre de lettres et de billets envoyés par la bonne mère durant toute sa vie, mais déjà depuis Poitiers, révèle une activité continuelle, un esprit pratique et un jugement sûr. Difficile de faire d'Henriette et mère une illuminée détachée du réel, en lisant le détail du quotidien auquel elle prête attention. Ce qui ne veut pas dire qu'elle était parfaite pour toutes les tâches. Un jour, elle donne à manger au cochon, mais sa nourriture est trop chaude et il meurt. De nos jours, le parc des Sœurs à la Grand-Maison où s'est passée cette scène, et qui s'étendait jusqu'en bas de la colline auparavant jusqu'à l'actuelle gare, héberge d'autres animaux, des moutons chargés d'entretenir naturellement l'herbe. C'est une véritable communauté qui s'établit sous l'impulsion d'Henriette. À la Saint-Caprais de 1800, les fondateurs et quelques sœurs et frères prennent dans l'oratoire des vœux d'obéissance et de chasteté pour 1 an, les frères se rattachant à la règle des solitaires. À Noël, Pierre Coudrin et Henriette Aymer font, seuls, les 3 vœux. Le premier, sur une inspiration de la Sainte Vierge, change le nom de Caprais qu'il avait pris pour celui de Marie-Joseph. Moi, frère Marie-Joseph, fais vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, suivant les lumières du Saint-Esprit, pour le bien de l'œuvre, comme zélateur de l'amour des sacrés cœurs de Jésus et de Marie, au service desquels je veux vivre et mourir. Il prend publiquement, à partir de ce jour, le manteau blanc en l'honneur de Marie. Le 2 février 1801, les deux renouvellent leurs vœux, et les premiers frères et sœurs prononcent ce qui restera la formule traditionnelle. Tous, prostrés, sont recouverts du drap mortuaire et reçoivent un nom nouveau, à l'exception d'Henriette. Durant la cérémonie, elle voit spirituellement la bénédiction céleste et les saints protecteurs de la congrégation. Ces différents saints ne sont autres que les piliers de la vie religieuse en Occident. On trouve encore leur présence évoquée dans la Grand-Maison, notamment saint Benoît et saint Bernard de Clairvaux. La communauté ne cesse de croître, mais ce n'est qu'en 1818 qu'apparaîtra une véritable chapelle. C'est du vivant des fondateurs, vers 1832, qu'on ajoute un corps de bâtiment qui va fermer progressivement le jardin devant jusqu'à lui donner son aspect actuel. Cette chapelle semble en remplacer une autre qui accueillait déjà les cérémonies et les fidèles extérieurs. De nos jours encore, ces derniers empruntent cette porte. À l'époque, ils entraient directement dans une immense nef de 40 mètres de long, assez étroite. La bonne mère dira à Gabrielle de la Barre, chargée des travaux, qu'elle a construit un tunnel. De nos jours, une halle d'entrée et une bibliothèque raccourcissent cette longueur, qui s'achève sur l'autel avec le Saint-Sacrement. Dans les premiers temps de la congrégation, on avait installé au milieu de la nef un autel et un tabernacle à double face. Un côté servant pour les fidèles de l'extérieur, l'autre pour les sœurs, dans une clôture. On remarque en hauteur une fenêtre haute avec une grille. Elle marque le lieu depuis lequel les sœurs faisaient l'adoration de nuit, en surplomb, sur la nef. Elle se situe dans ce qui fut un moment la chambre du bon père. La chapelle a bien changé depuis cette époque, les derniers travaux datant des années 2000, mais on y trouve toujours les sœurs en adoration, ainsi que son habitant principal. Pour lui, le tabernacle, une pièce unique,
est une imitation des porte-lampes de voitures de chevaux à l'époque. En appuyant sur un détail, la porte s'ouvre pour révéler son trésor. Le bon père s'en servait pour transporter les saintes espèces. L'articulation entre histoire et présent, esprit et vestige est au cœur des enjeux de la grand-maison et de la congrégation. Actuellement, une partie sert de maison médicalisée pour les personnes âgées. Les Sœurs âgées de France s'y trouvent également. Une autre communauté, avec des sœurs actives, s'y trouve, où elles s'efforcent de perpétuer sur les lieux de fondation l'œuvre instituée au milieu de tels orages et maintenue par la Providence à grand renfort de créativité. Même si la grand-maison occupe une place emblématique comme berceau de la congrégation, elle sera rapidement un tremplin vers d'autres horizons de mission. Dès le 19 juillet 1802, la bonne mère quitta Poitiers pour fonder Amande, où le bon père était déjà parti pour accompagner l'évêque du lieu, Monseigneur de Chabot, en tant que secrétaire puis vicaire général. La congrégation sortait de sa pépinière pour prendre sa place devant toute l'Église, et ses pas devaient la conduire à Paris.